Un prix Nobel a regardé les données du télescope James Webb et a dit 4 mots. 4 mots qu'aucun cosmologiste n'a été capable de réfuter publiquement depuis qu'il les a prononcés. Ce n'est pas notre univers. Pas une métaphore. Pas une provocation philosophique. Un constat sur les données. Sur ce que le télescope a réellement trouvé quand il a regardé plus profondément dans l'espace que tout ce que des mains humaines ont jamais construit. Les cosmologistes sont inhabituellement silencieux depuis que ces mots ont été prononcés. Non pas parce qu'ils pensent qu'il a tort, parce qu'ils ne savent pas comment expliquer pourquoi il pourrait avoir raison, et ce que ça nous coûterait s'il avait raison. John Mather a passé 20 ans à mesurer le fond diffus cosmologique, la faible lueur thermique laissée 0 ans après le commencement. Son instrument, COBE, a mesuré des variations de température à une partie sur 100 000 et les a trouvées exactement là où le modèle standard prédisait qu'elles seraient. Le comité Nobel lui a donné le prix en 2006, pas pour avoir proposé une théorie, pour en avoir confirmé une avec une précision qui ne laissait aucune marge statistique au doute. Il était l'homme qui avait pesé les fondations et les avait certifiées. Et puis Webb a commencé à envoyer des données. Et Mather a dit 4 mots publiquement. Ce n'est pas notre univers. Pas dans un article. Pas dans une revue à comité de lecture où chaque mot est testé sous contrainte avant publication. Dans un forum public, sans barre d'erreur, sans caveat enterré dans une section méthodologique. Si cette vidéo t'intéresse, mets un pouce et abonne-toi, ça aide la chaîne plus que tu ne le crois. Pense à ce que ça signifie quand l'inspecteur du bâtiment qui a certifié les fondations est celui qui se tient dehors en disant que quelque chose ne va pas. Pas un concurrent, pas quelqu'un qui a toujours pensé que les fondations étaient suspectes. La personne qui les a signées. N'importe qui d'autre disant que le modèle échoue est une critique. Mather le disant est quelque chose qui s'approche davantage d'une confession. Il n'attaque pas le lambda CDM de l'extérieur. Il a construit son mur le plus solide et il dit maintenant que la structure ne correspond pas à ce qu'il regarde. La réponse du domaine n'a pas été une conférence de presse, pas une réfutation coordonnée. La réponse a été le même langage prudent qui a commencé à apparaître dans les articles. Inattendu, difficile à réconcilier, remet en question notre compréhension actuelle. Ce qui est la façon dont les physiciens disent « nous ne savons pas quoi faire avec ça ». Ce silence spécifique est plus informatif que n'importe quel contre-argument ne l'aurait été. En février 2023, l'équipe d'Ivo Lab B a publié un article dans Nature, 6 galaxies. 6 galaxies que Webb a photographiées dans la tranche la plus ancienne du temps cosmique, 500 à 700 millions d'années après le commencement. Chacune contenait une masse stellaire équivalente à des dizaines de milliards de soleils. Des galaxies aussi massives aussitôt ne devraient pas exister. Pas approximativement, ne devrait pas exister du tout. L'équipe de Lab B a estimé que ces 6 objets ensemble détenaient plus de masse stellaire que l'univers observable entier était censé avoir produit à ce stade. Mike Boylan-Colchin, à l'Université du Texas à Austin, a lu l'article la même semaine. Il a utilisé 2 mots, des briseuses d'univers. Son analyse a montré que même une seule de ces galaxies, prise au pied de la lettre, requiert des efficacités de formation stellaire qui violent la façon dont la matière s'effondre physiquement sous la gravité. Tu ne peux pas former des étoiles plus vite que la gravité ne le permet. La gravité a une vitesse. Ces galaxies l'avaient apparemment ignorée. Les équipes sont allées chercher l'erreur. Différents instruments ont confirmé les décalages vers le rouge. Le suivi spectroscopique tout au long de 2023 a confirmé les masses. Les galaxies étaient réelles. Elles étaient là où Webb disait qu'elles étaient. Elles pesaient ce que la photométrie disait. À ce stade, la question a changé. Elle a cessé d'être « est-ce que l'instrument se trompe ?» pour devenir « qu'est-ce que ça signifie que l'univers contienne des objets que sa propre histoire dit ne pas pouvoir exister ?» Imagine un géologue qui tire un échantillon de ce qu'on lui dit être un sédiment récent. L'échantillon revient avec une complexité en couches qui prend 1 million d'années à se former. Il teste la carotte de 3 façons différentes. Même résultat à chaque fois. À un certain point, il arrête de remettre en question l'instrument. Il arrête de remettre en question la chronologie qu'on lui a donnée. C'est là où Webb a mis la cosmologie à la fin de 2023.
Les carottes sont réelles. La chronologie ne colle pas, et la défense qui est offerte en premier est toujours la même. Peut-être que les galaxies se sont formées plus vite que nos modèles ne le permettent. Peut-être que la formation stellaire précoce était plus efficace que supposé. Ce ne sont pas des points de départ déraisonnables. Ils sont la réponse scientifique correcte, testent les hypothèses avant de conclure que le cadre est brisé. Les physiciens les ont testés. Systématiquement. Étape 1. Pousser l'efficacité de formation stellaire à son maximum théorique. Dans les modèles standards, environ 10% du gaz disponible se convertit en étoile dans une période donnée. Certains chercheurs ont essayé des modèles avec des efficacités approchant 100%. Chaque atome disponible devenant du combustible stellaire immédiatement. Les galaxies que Webb trouve ne devraient toujours pas exister aux masses qu'elles affichent. Étape 2. Ajuster les modèles de halos de matière noire qui ensemencent la formation des galaxies. Toujours insuffisant. Étape 3. Introduire de la physique exotique précoce. Des étoiles de population 3, des milliers de fois plus massives que n'importe quelle étoile vivante aujourd'hui. Mieux. Toujours pas assez. Pense à ça de cette façon. Tu dois remplir une piscine avec un tuyau d'arrosage. La piscine nécessite 1 million de litres. Tu as 6 mois. Tu fais tourner le tuyau à pleine pression chaque seconde de chaque jour. Tu es encore court d'un facteur 10. Remplacer le tuyau par une bouche d'incendie aide. Mais la piscine ne se remplit toujours pas dans le temps disponible. C'est la situation avec la formation des galaxies précoces. Chaque gain d'efficacité disponible à l'intérieur du modèle existant déplace les nombres dans la bonne direction. Aucun ne les déplace assez loin. Laisse-moi m'assurer que tu comprends à quel point ce résultat est solide, parce que la première chose qu'un scientifique prudent fait avec un résultat impossible est de chercher l'erreur. Et ils ont cherché. La calibration de Webb a été vérifiée contre de multiples standards indépendants. Les mesures de décalage vers le rouge, la technique qui établit à quelle distance et à quelle époque une galaxie existe, ont été vérifiées en utilisant à la fois des méthodes photométriques et spectroscopiques. L'estimation photométrique du décalage vers le rouge estime les couleurs et infère la distance à partir du motif de couleur. La confirmation spectroscopique mesure les raies d'émission réelles dans la lumière de la galaxie. Direct, sans ambiguïté, difficile à falsifier. Les campagnes spectroscopiques de 2023 ont pris les candidats photométriques les plus extrêmes et ont fait le test spectroscopique. Les résultats n'ont pas réduit l'échantillon, ils l'ont confirmé. Chaque porte qui aurait pu admettre une erreur systématique a été testée. Aucune n'était ouverte. Ceci compte parce que l'histoire de l'astronomie est jonchée d'instruments qui ont trouvé quelque chose de révolutionnaire et qui se sont avérés avoir un problème de calibration. Le résultat des neutrinos plus rapides que la lumière en 2011, un câble à fibre optique desserré, le signal d'onde gravitationnelle de BICEP2, de la poussière de premier plan insuffisamment soustraite. La science a un mécanisme qui fonctionne pour attraper ses propres erreurs. Il fonctionne. Il a attrapé celle-là. Il a regardé les résultats de Webb sur les galaxies précoces et n'a pas trouvé d'erreur à attraper. Ce qu'il a trouvé à la place était la même réponse, retournée plus précisément, avec chaque nouvelle observation. Les équipes cherchant l'erreur étaient motivées à la trouver. Résoudre un problème de calibration aurait été bien plus confortable que ce que les données disaient. Elles n'ont pas pu la trouver. Tu es un cartographe qui a passé 30 ans à faire des cartes d'un continent. Chaque vérification d'instrument passe. Chaque sondage indépendant confirme la ligne de côte. Et puis un jour, tu compares ta carte à une carte plus ancienne et tu découvres que le continent est à un endroit complètement différent de ce que tu supposais. Pas parce que tes instruments étaient faux, mais parce que le cadre de référence contre lequel tu les as calibrés contenait une erreur qu'aucun de tes instruments ne pouvait voir. C'est la catégorie de problème que Webb a peut-être fait remonter à la surface. Pas une erreur de mesure à l'intérieur du cadre, mais une question sur le cadre lui-même. Le processus scientifique pour trouver les erreurs a fonctionné parfaitement. Il n'a trouvé aucune erreur. Ce n'est pas un résultat rassurant. C'est le résultat qui signifie que tu ne traites plus d'incertitude de mesure. Tu traites de la réalité qui te dit quelque chose que le modèle disait ne pas pouvoir être vrai.
Il y a un nombre. Il décrit la vitesse à laquelle l'espace s'étend. Pendant la majeure partie de l'histoire cosmologique, le cerner avec précision était considéré comme le défi pratique central du domaine. Deux méthodes différentes étaient affinées simultanément. L'hypothèse était qu'à mesure que la précision s'améliorait, les deux méthodes convergeraient. L'opposé s'est produit. Imagine deux arpenteurs engagés pour mesurer le même fleuve. L'un mesure depuis la source, travaillant vers l'aval. L'autre mesure depuis l'embouchure, travaillant vers l'amont. Ils utilisent des équipements différents, des équipes différentes, des techniques différentes. Quand ils finissent, leur mesure de la longueur totale du fleuve devrait concorder. Si elle diverge d'0,5%, tu recalibres. Si elle diverge de 9% après que les deux équipes ont revérifié leurs instruments 3 fois, tu arrêtes de questionner les instruments. Tu commences à te demander si les deux arpenteurs mesurent le même fleuve. C'est exactement là où la cosmologie s'est retrouvée. Le satellite Planck a mesuré le taux d'expansion depuis le fond diffus cosmologique et a obtenu 67,4 km par seconde par mégaparsec. Les mesures par l'échelle de distance, utilisant les étoiles variables céphéides et les supernovas de type Ia, ont obtenu 73. 9% d'écart. Les deux mesures internement cohérentes, les deux indépendamment vérifiées, fonctionnant sur la même physique, mesurant le même univers, produisant des nombres qui ne peuvent pas simultanément être corrects si cette physique est une seule chose. 9%. Après des décennies de raffinement de la précision, avec les meilleurs instruments jamais construits, une divergence qui grandit plutôt que de rétrécir n'est pas un problème de mesure. Chaque grande équipe a tenté de combler l'écart. Aucune n'y est parvenue. Étape 1. La calibration des céphéides. Les équipes ont reconstruit l'échelle de distance des céphéides de 0 en utilisant différentes étoiles d'ancrage, différentes techniques de calibration, différents pipelines logiciels. L'écart a survécu. Étape 2. L'analyse du fond diffus cosmologique par Planck. Des équipes indépendantes ont réanalysé les données de Planck avec des hypothèses différentes sur la physique de l'univers primitif. Certains modèles ont déplacé le nombre dérivé du CMB légèrement. Aucun n'a comblé l'écart proprement sans introduire de nouvelles incohérences ailleurs. Étape 3. De la nouvelle physique dans l'univers primitif. L'énergie noire précoce, une brève poussée de densité d'énergie supplémentaire dans les 100 000 premières années, pourrait déplacer la valeur dérivée du CMB vers le haut, vers le résultat de l'échelle de distance. Des modèles ont été construits et testés contre l'ensemble complet des données. Ils ont aidé. Ils n'ont pas comblé l'écart, ils l'ont déplacé. En 2023, l'équipe qui avait passé des décennies à construire l'échelle de distance est passée du télescope spatial Hubble à Webb pour leur calibration des céphéides. Webb est plus net. La calibration est devenue plus propre. L'écart ne s'est pas fermé. Il est resté à la même valeur qu'il maintenait depuis 5 ans de mesures de plus en plus précises. Et il y a un fait supplémentaire qui rend la tension de Hubble encore plus troublante. En 2023, l'équipe qui avait passé des décennies à construire l'échelle de distance a utilisé Webb pour recalibrer ses céphéides. Webb est plus net que Hubble. Sa résolution permet de séparer les céphéides individuels de leurs étoiles voisines avec une précision inégalée. Si le problème venait de la contamination photométrique, des étoiles voisines faussant la luminosité mesurée des céphéides, Webb l'aurait résolu. Il ne l'a pas résolu. Le nombre est resté exactement le même. 73. La calibration plus propre n'a pas changé la réponse. Elle l'a confirmée. Et à ce stade, une divergence qui survit à chaque vérification systématique, qui grandit plus significative statistiquement avec de meilleurs instruments, qui résiste à chaque correction interne proposée, n'est plus un problème de mesure. C'est un problème de physique. Et un problème de physique signifie que quelque chose se passe dans le tissu même de la réalité, dans l'écart entre l'univers primitif et l'univers tardif, dans l'espace où notre modèle connecte les deux, que nos équations ne capturent pas. Quelque chose a changé. Quelque chose que lambda CDM ne prévoit pas. Quelque chose qui fait que les deux moitiés de l'univers ne se parlent plus avec le même accent. Pense à un serrurier appelé pour ouvrir une porte coincée. Il essaie chaque clé de son trousseau. Aucune ne marche.
Il lime de nouvelles clés à différentes tolérances. Aucune ne marche. Il remplace le mécanisme de serrure. Toujours rien. À un certain point, après les clés, après le mécanisme, après les charnières, un bon serrurier arrête de se demander ce qui ne va pas avec les clés. Il se demande si c'est la bonne porte. 10 ans de tentatives échouées pour résoudre la tension de Hubble sont les clés. La porte qu'elles étaient censées ouvrir est un univers avec une physique cohérente du début à la fin. Cette porte ne s'est pas ouverte. En 2019, Adam Ries, prix Nobel 2011 pour avoir découvert que l'expansion de l'univers accélère, a dit que la tension de Hubble avait dépassé 5 déviations standards. 5 sigma. En physique des particules, 5 sigma est le seuil pour déclarer une découverte. Il a utilisé une phrase spécifique. Quelque chose est fondamentalement faux. C'était avant le lancement de Webb. L'instrument spectroscopique de l'énergie noire, DESI, a cartographié 6 millions de galaxies sur 5 ans. Ce n'est pas un échantillon, c'est un recensement. DESI a mesuré la distribution tridimensionnelle des galaxies à travers l'histoire cosmique en cherchant les oscillations acoustiques baryoniques, l'empreinte fossilisée d'ondes sonores qui se sont propagées à travers l'univers primitif et ont laissé une échelle caractéristique dans le regroupement de la matière. Cette échelle fonctionne comme une règle standard. Mesure-la à différentes distances, à différents moments de l'histoire cosmique, et tu peux reconstruire comment l'univers s'est étendu à chacun de ces moments. Ce que DESI a trouvé quand il a assemblé cet enregistrement est que le lambda dans lambda CDM, la constante cosmologique, le nombre fixe que les équations d'Einstein assignent à la densité d'énergie du vide, ne se comporte pas comme une constante. Sa valeur effective change à travers le temps cosmique, à certaines époques plus fortes, à d'autres plus faibles. Les données publiées en 2024 à travers de multiples articles par une collaboration internationale de centaines de physiciens montrent une préférence pour une énergie noire dynamique. Une énergie du vide qui évolue plutôt que de rester fixe à travers l'histoire cosmique. Imagine le navigateur d'un navire utilisant un compas qui donne des lectures cohérentes pendant des années. Puis soudain commence à dériver. Chaque calcul fait en supposant un compas fixe est encore précis pour la période où le compas était stable. Mais chaque calcul fait pour projeter la position future du navire ou pour reconstruire où il était avant l'installation du compas est maintenant faux d'un montant proportionnel à l'importance de la dérive. Lambda CDM est ce compas. 6 millions de galaxies de mesure sont le moment où le navigateur note la dérive. Et la constante cosmologique contrôle le destin de tout. Pas dans un sens abstrait, dans le sens que chaque modèle sérieux de comment l'univers finit est construit sur des hypothèses de ce que l'énergie noire fait sur des échelles de temps de billions d'années. Change ce que l'énergie noire fait et tu changes la fin. Change-le assez et la fin que nous avons prédite devient méconnaissable. Le scénario standard supposait un lambda fixe et produisait une trajectoire spécifique. L'univers s'étend pour toujours à un taux accélérant. Les galaxies dérivent si loin les unes des autres qu'aucune lumière de l'une ne peut atteindre l'autre. Les étoiles s'éteignent. Les trous noirs s'évaporent sur des échelles de temps incompréhensibles. Ce qui reste est froid, sombre, thermodynamiquement épuisé. La mort thermique. Ce scénario requérait que lambda reste à sa valeur actuelle indéfiniment. Lambda ne reste pas à sa valeur actuelle. Si l'énergie noire se renforce au fil du temps, la trajectoire change. Une énergie noire suffisamment forte surpasse chaque autre force en séquence. Elle déchire les amas de galaxies, puis les galaxies individuelles, puis les systèmes solaires, puis les planètes, puis les atomes. Le Big Rip. Un univers qui ne s'efface pas dans l'obscurité mais se déchiquette. Si l'énergie noire s'affaiblit et finit par s'inverser, l'expansion ralentit et se retourne. L'effondrement. Le Big Crunch. Un univers qui finit là où il a commencé. Si l'énergie noire oscille, la trajectoire devient quelque chose que les modèles actuels ne peuvent pas prédire de façon fiable. 3 fins différentes correspondant à 3 comportements différents d'une seule variable. Nous écrivions le dernier chapitre de l'univers en nous fondant sur une constante qui n'était pas constante. Il y a une deuxième anomalie cachée à l'intérieur de la première. La lumière des galaxies précoces de Webb n'est pas seulement ancienne, elle est chimiquement spécifique. Les raies spectrales,
Les empreintes digitales d'éléments individuels encodés dans les longueurs d'onde qu'une galaxie absorbe et émet te disent ce que la galaxie contient. Et ce que Webb lit dans les spectres de ces structures précoces n'est pas ce que la première génération stellaire aurait dû produire. Carbone, oxygène, fer. Ces éléments n'existent pas dans un univers jeune. Ils sont fabriqués à l'intérieur des étoiles, fusionnés à partir d'hydrogène et d'hélium au fil de millions d'années de combustion nucléaire, puis dispersés dans le gaz environnant quand ces étoiles meurent. Ce matériau dispersé s'effondre dans la génération stellaire suivante, qui naît chimiquement plus riche que la première. Ce processus s'appelle la nucléosynthèse, et il a un rythme que la physique fixe et que la chimie ne peut pas outrepasser. Tu ne peux pas hériter d'une bibliothèque de grands-parents qui ne sont pas encore nés. Tu ne peux pas construire une ville avec des matériaux qui n'ont pas encore été extraits. La complexité chimique que Webb détecte dans ces galaxies nécessite des ancêtres, des générations stellaires qui ont vécu des vies complètes avant que la galaxie que Webb observe n'ait eu le temps de se former. Ce qui signifie que l'univers avait besoin de compléter de multiples cycles de naissance et de mort, stellaires à l'intérieur d'une fenêtre que la chronologie standard avait à peine la place pour un seul. Le problème de masse et le problème de chimie partagent la même racine. Pas assez de temps. Deux signatures observationnelles indépendantes, mesurées par des instruments différents utilisant des techniques différentes, pointent toutes les deux vers la même variable brisée. Et si la chronologie est fausse dans l'univers primitif, elle était fausse avant que Webb ne regarde. Nous avons opéré avec une chronologie incorrecte pendant des décennies. Maintenant, regarde le tableau d'ensemble. Le problème des galaxies précoces. La tension de Hubble. Le résultat DESI sur l'énergie noire. Et il y a une quatrième fissure. Le grand mur d'Hercule-Couronne boréale. Une structure filamentaire d'environ 10 milliards d'années-lumière d'étendue. Environ 10 fois l'échelle au-dessus de laquelle l'homogénéité est requise par le principe cosmologique. Le sol même sur lequel lambda CDM est construit. Simplement trop grande pour exister à l'intérieur d'un univers qui obéit au principe cosmologique. Soit le principe est faux, auquel cas lambda CDM est construit sur de fausses fondations. Soit une explication existe, et cette explication requiert de la physique absente de chaque modèle sur la table. 4 instruments différents. 4 phénomènes différents. 4 équipes différentes. Chacun pointant vers lambda CDM et le trouvant insuffisant à un endroit différent. Une fissure est une question. 4 fissures dans 4 murs différents du même bâtiment sont une réponse sur les fondations. Un ingénieur structurel qui trouve des fissures dans 4 colonnes porteuses, le même jour ne les examine pas chacune séparément. Il arrête de demander ce qui ne va pas avec les colonnes. Il demande ce qui ne va pas avec le sol sur lequel elles se tiennent. Voici ce que sont les fondations. Lambda CDM. Lambda pour la constante cosmologique, le terme dans les équations d'Einstein qui représente la densité d'énergie du vide, la chose qui accélère l'expansion de l'univers. CDM pour matière noire froide, la masse invisible qui fournit l'échafaudage gravitationnel sur lequel la structure visible se forme. Ensemble, ils décrivent un univers qui est 5% de matière ordinaire, 27% de matière noire et 68% d'énergie noire. Un univers qui s'étend à un rythme accéléré et produit la structure à grande échelle que nous observons. Lambda CDM n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas un modèle de travail en cours de révision active. C'est le système d'exploitation de la cosmologie moderne. Le cadre à l'intérieur duquel chaque simulation, chaque prédiction, chaque affirmation sur le passé et l'avenir de l'univers est calculé. La ligne entre le modèle et la réalité s'est brouillée parce que le modèle n'a cessé de fonctionner. Observation après observation l'a confirmé. Le spectre de puissance du CMB. Les statistiques de regroupement des galaxies. Les oscillations acoustiques baryoniques. L'abondance des éléments légers. Le modèle fonctionnait si bien que la question de savoir s'il décrivait la réalité avec précision ou s'il l'approximait simplement très bien a cessé de sembler urgente. Considère ce qui se passe quand le système d'exploitation d'un ordinateur a un défaut caché. Chaque application qui tourne dessus fonctionne normalement. Chaque fichier s'ouvre. Chaque calcul se complète. Le défaut est invisible tant qu'aucun processus n'exige quelque chose que le système n'a pas été construit pour gérer.
Puis un programme fait une demande inhabituelle. Le plantage ne ressemble pas à une défaillance du système d'exploitation. Il ressemble à un problème avec ce programme. Tu réinstalles le programme. Il plante à nouveau. Tu essaies un programme différent qui fait la même demande. Même résultat. À un certain point, les plantages arrêtent de pointer vers les programmes. Lambda CDM est le système d'exploitation. Web est le programme faisant la demande que le système n'a pas été construit pour gérer. Galaxie précoce aux mauvaises masses, Lambda CDM échoue. Complexité chimique à la mauvaise époque, Lambda CDM échoue. Désaccord du taux d'expansion entre l'univers primitif et tardif, Lambda CDM échoue. Structure trop grande pour le principe cosmologique, Lambda CDM échoue. Chaque échec seul pourrait être un détail. Ensemble, ils sont un verdict sur le cadre qui les produit. Ce qui compte ici, c'est l'emplacement spécifique des échecs. Pas aux marges où de la nouvelle physique est attendue, mais dans les prédictions sur lesquelles le modèle était le plus confiant. Ce n'est pas ainsi que les détails se comportent. Et il y a un nombre qui flotte au-dessus de tout cela. Un nombre si absurde qu'il a un nom propre dans la littérature physique. La théorie quantique des champs prédit que le vide devrait avoir une densité d'énergie. Des particules virtuelles apparaissent et disparaissent partout dans l'espace, chaque paire empruntant brièvement de l'énergie au vide avant de s'annihiler. La somme de leurs contributions produit une énergie de base du vide. Les physiciens ont calculé ce que cette énergie devrait être et l'ont comparée à la constante cosmologique que nous mesurons réellement. La valeur prédite est quelque part entre 40 et 120 ordres de grandeur, plus grande que la valeur observée. 10 puissance 40 à 10 puissance 120. La plus grande divergence entre prédictions théoriques et mesures observationnelles dans l'histoire de la physique. Les physiciens l'ont appelée la catastrophe du vide. Lambda fonctionne dans chaque observation que nous faisons. La théorie prédisant sa valeur se trompe d'un facteur qui éclipse toute autre prédiction échouée dans la science combinée. Et maintenant, Daisy rapporte que même le comportement observable de Lambda n'est pas ce qui était supposé. Lambda n'est pas une explication de ce qui anime l'expansion de l'univers. C'est un substitut très performant pour quelque chose que nous ne comprenons pas du tout. Laisse-moi rester un moment sur la catastrophe du vide, parce que c'est peut-être le fait le plus embarrassant de toute la physique théorique, et il est directement lié à tout ce qui précède. Imagine une chimiste qui calcule la quantité de chaleur qu'une réaction devrait produire. Elle fait l'expérience. La chaleur réellement dégagée est 100 milliards de fois plus petite que son calcul. Pas une erreur d'arrondi. Pas une variable manquante. Une divergence si vaste que si elle publiait ça, la revue supposerait qu'une virgule a été mal placée quelque part dans les 900 pages précédentes. Elle refait l'expérience. Même résultat. La réaction fonctionne. Le produit est correct. Tout ce qui est observable va bien. Et le calcul se trompe d'un nombre qui n'a pas de nom dans le langage ordinaire. C'est la catastrophe du vide. Lambda fonctionne dans chaque observation que nous faisons. La théorie prédisant sa valeur se trompe d'un facteur qui éclipse toute autre prédiction échouée de la science combinée. Et maintenant, Daisy rapporte que même le comportement observable de Lambda n'est pas ce qui était supposé. Les physiciens ont vécu avec cette divergence pendant des décennies. Ils l'ont compartimentée. Ils l'ont traité comme un problème technique à résoudre plus tard, quand une meilleure théorie de la gravité quantique serait disponible. Mais, plus tard, n'est jamais venu. Et pendant ce temps, la divergence est restée là, tranquille, patiente, la plus grande fissure dans les fondations de la physique théorique, ignorée parce que tout le reste fonctionnait si bien qu'on pouvait se permettre de ne pas la regarder. Webb a forcé tout le monde à la regarder. Parce que quand les galaxies précoces ne collent pas, et que la tension de Hubble ne se ferme pas, et que Daisy montre que Lambda dérive, et que le grand mur est trop grand, quand 4 anomalies indépendantes pointent vers le même cadre, tu ne peux plus compartimenter le problème du vide. Il n'est plus technique. Il est central. La catastrophe du vide te dit que notre meilleure théorie de la physique des particules et notre meilleure théorie de la gravité sont en désaccord de 120 ordres de grandeur sur la valeur de l'énergie du vide. Ce n'est pas un désaccord. C'est deux descriptions de la réalité qui ne vivent pas dans le même univers. Et peut-être qu'elles ne vivent pas dans le même univers. Peut-être
que c'est précisément le point. Peut-être que la théorie quantique des champs décrit la physique d'un univers avec des constantes différentes, un univers qui n'est pas le nôtre, et que la valeur que nous mesurons est la valeur locale, la valeur que notre bulle a tirée quand l'inflation s'est arrêtée ici, dans ce coin du paysage des cordes, avec cette géométrie particulière des dimensions supplémentaires. Si c'est vrai, alors la catastrophe du vide n'est pas une erreur de calcul. C'est un artefact de l'universalité supposée de nos lois. Nous avons calculé ce que le vide devrait valoir en utilisant une théorie que nous supposions universelle. Et la réponse ne correspondait pas parce que la théorie n'est pas universelle. Elle est locale, comme nos constantes, comme nos lois, comme tout le reste. Ce n'est pas notre univers, ce sont nos lois, pas les lois. En 1953, Fred Hoyle est entré dans un laboratoire à Caltech et a fait une prédiction qui n'avait aucune raison d'être juste. Hoyle travaillait sur le problème de la formation des éléments lourds à l'intérieur des étoiles. Le carbone est le goulot d'étranglement. Sans lui, la chaîne de réaction nucléaire produisant l'oxygène, l'azote, le fer et tout le reste du tableau périodique ne peut pas procéder. Pour que le carbone se forme dans les intérieurs stellaires, 3 noyaux d'hélium doivent entrer en collision et fusionner dans une séquence en 2 étapes. La probabilité que cela se produise dans les conditions stellaires normales est presque impossiblement faible. Trop faible pour expliquer l'abondance de carbone dans l'univers. Et pourtant, le carbone est partout, dans les étoiles, dans les planètes, dans chaque chose vivante qui ait jamais existé. Hoyle a regardé ce fait et a raisonné à l'envers. Le carbone existe en abondance, donc le taux de réaction qui le produit doit être bien plus élevé que la probabilité brute ne le suggère. Donc il doit exister un état de résonance nucléaire dans le noyau de carbone 12 qui améliore dramatiquement le taux de réaction en correspondant à l'énergie des noyaux d'hélium entrants. Il n'a pas calculé ça à partir de la mécanique quantique. Il l'a inféré du fait que nous existons. Il a dit aux expérimentalistes tech quel niveau d'énergie chercher. Ils ont cherché. Il était là. Pas approximativement. Pas dans le bon voisinage. À presque exactement la valeur prédite. Une valeur dérivée d'aucun calcul, d'aucune mesure préalable, d'aucune théorie physique. Dérivée uniquement de la prémisse que nous sommes là, et que donc l'univers doit permettre la chimie qui nous a produit. Pense à ce que ça signifie structurellement. L'existence de l'observateur était assez précise pour prédire un niveau d'énergie spécifique dans un noyau atomique spécifique. Si l'existence peut prédire la physique, quelles autres caractéristiques de l'univers sont contraintes par l'exigence que nous soyons là pour les observer? La constante gravitationnelle, la vitesse de la lumière, la masse de l'électron, la force de la force électromagnétique, la constante cosmologique. 26 nombres qui définissent comment la réalité fonctionne à son niveau le plus fondamental. Change l'un d'entre eux et l'univers perd la capacité de produire de la complexité. Pas un peu de complexité. Toute la complexité. Réduit la force nucléaire forte de 2% dans l'une ou l'autre direction. Les protons ne peuvent pas se lier en noyau. La chimie s'arrête à l'hydrogène. Pas d'étoiles, pas de supernovae, pas d'éléments lourds, pas de carbone, pas de planète, rien qui pense. Augmente la constante cosmologique d'un facteur de quelques centaines au-dessus de sa valeur observée. L'univers s'étend si vite après le moment initial que la matière ne s'effondre jamais gravitationnellement en structure. Pas de galaxies, pas d'étoiles, rien. Déplace le ratio de la force électromagnétique à la gravité d'une partie sur 10 puissance 40, un nombre dont la petitesse est difficile à communiquer avec des mots, et les étoiles brûlent leur combustible en millions d'années, plutôt qu'en milliards, trop vite pour la vie planétaire, où elles ne s'allument jamais du tout. Change la masse de l'électron de quelques pourcents, et la chimie de l'ADN devient impossible. 26 nombres, chacun assis à une valeur qui permet la complexité. Chacun apparemment sans lien avec les autres, au niveau de la physique connue. Et ensemble, ils forment un arrangement qui permet aux étoiles de brûler pendant des milliards d'années, qui permet aux éléments lourds de se former et de se disperser et de se recombiner en chimie, qui permet à cette chimie de construire des structures capables de demander pourquoi les nombres sont ce qu'ils sont. Imagine un cadenas à combinaison avec 26 molettes.
Chaque molette va de 0 à 1 billion. Le cadenas ne s'ouvre que quand les 26 sont réglés à des valeurs spécifiques. Pas approximativement, exactement. Et les molettes ne sont réglées par personne qui les tourne. Elles semblent être arrivées pré-réglées depuis le début aux valeurs requises. Quel genre d'univers arrive avec sa combinaison déjà composée? Assieds-toi avec cette image un moment, parce que l'ajustement fin n'est pas un problème abstrait réservé aux théoriciens. C'est le problème le plus personnel que la physique ait jamais produit. Chaque atome dans ton corps est maintenu ensemble par la force nucléaire forte. Si cette force était 2% plus faible, les protons et les neutrons ne pourraient pas se lier. Il n'y aurait pas de noyau, pas de carbone, pas de toi. Si elle était 2% plus forte, tout l'hydrogène de l'univers se serait converti en hélium dans les premières minutes après le Big Bang. Pas d'eau, pas de chimie organique, pas de toi. Chaque pensée dans ton cerveau dépend de signaux électriques transportés par des ions sodium et potassium à travers des membranes cellulaires. La chimie de ces ions dépend de la masse de l'électron. Change-la de quelques pourcents et les orbitales atomiques se réarrangent. Les molécules qui composent les canaux ioniques dans tes neurones ne fonctionnent plus. Pas de signaux, pas de pensée, pas de toi. Chaque étoile dans le ciel, y compris le soleil qui te maintient en vie, brûle parce que la gravité est assez forte pour comprimer l'hydrogène jusqu'au point de fusion nucléaire, mais pas si forte qu'elle écrase l'étoile en un trou noir avant que la fusion ne puisse commencer. La fenêtre entre les deux est étroite. Déplace la constante gravitationnelle dans l'une ou l'autre direction et les étoiles soit ne s'allument jamais, soit brûlent en quelques millions d'années, trop vite pour que des planètes développent de la vie. Tu existes parce que 26 nombres sont exactement ce qu'ils sont. Pas un de plus, pas un de moins, pas approximativement, exactement. Et personne ne sait pourquoi. C'est la question la plus fondamentale que la physique puisse poser. Pourquoi ces nombres? Pourquoi cet univers? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et chaque réponse disponible te coûte quelque chose que tu ne savais pas que tu allais devoir abandonner. 3 explications existent, et chacune, suivie honnêtement jusqu'à sa conclusion, te coûte quelque chose que tu ne savais probablement pas que tu allais devoir abandonner. La première est la plus simple et la plus philosophiquement vide. En 1974, Brandon Carter l'a formalisé sous le nom de principe anthropique. Nous observons cet univers parce que c'est le genre d'univers qui produit des observateurs. Si les constantes étaient différentes, nous ne serions pas là pour le savoir. Logiquement étanche. Aussi complètement vide en tant qu'explication. Dire que nous observons un univers permettant la vie, parce que seuls les univers permettant la vie contiennent des observateurs, c'est comme dire que tu as survécu à l'accident de voiture parce que les morts ne donnent pas d'interview. Vrai n'explique rien sur pourquoi tu as survécu. La deuxième explication te demande d'accepter que notre univers est un parmi un nombre énorme, possiblement infini, d'univers, chacun avec des constantes différentes tirées du même processus inflationnaire qui a produit le nôtre. Dans un ensemble assez grand, chaque combinaison est essayée. Nous vivons dans une qui a marché. Scientifiquement motivée, mathématiquement fondée dans l'inflation. Aussi invérifiable en principe. La troisième est que les constantes ne sont pas fondamentales. Une théorie plus profonde montrera que leurs valeurs sont des nécessités mathématiques, pas des paramètres libres. L'option la plus conservatrice, celle avec le moins de preuves pointant vers elle. Pense à la différence entre les règles des échecs et les règles de l'arithmétique. Les règles des échecs sont contingentes. Quelqu'un les a choisies. L'arithmétique ne l'est pas. 2 plus 2 égale 4 dans chaque système mathématique cohérent parce que ça découle des axiomes. La question que les constantes forcent est de savoir si la loi physique ressemble plus aux échecs ou à l'arithmétique. Chaque option actuellement sur la table dit échec. La question est seulement qui ou quoi a fixé les règles. Et chacune de ces explications, suivie jusqu'au bout, t'enlève quelque chose. Le principe anthropique t'enlève la capacité de comprendre pourquoi. Le multivers t'enlève l'unicité. La théorie profonde t'enlève la certitude que la physique que tu connais est la physique qu'il y a. Que fais-tu quand chaque explication pour les caractéristiques les plus fondamentales de la réalité soit n'explique rien, soit requiert des univers infinis inobservables,
soit invoque une théorie qui n'existe pas encore. L'inflation n'a pas été proposée pour expliquer l'ajustement fin. Elle a été proposée pour résoudre deux problèmes techniques spécifiques. Le premier, l'univers est presque parfaitement uniforme à grande échelle, mais des régions sur des côtés opposés de l'univers observable n'ont jamais été en contact causal. Le deuxième, la géométrie de l'univers est spatialement plate à une précision extraordinaire, ce qui requiert que la densité d'énergie initiale soit ajustée finement à une partie sur 10 puissance 60. Alan Guth a publié la solution inflationnaire en 1981. Dans la première fraction de seconde, l'univers s'est étendu exponentiellement vite. Ça a marché. Le CMB a confirmé ses prédictions. Personne n'a initialement demandé ce que l'inflation fait si elle ne s'arrête pas partout en même temps. Andrei Linde l'a demandé. En 1983, il a montré que dans la plupart des versions de la théorie inflationnaire, l'inflation ne s'arrête pas globalement. Elle s'arrête localement en patch, tout en continuant ailleurs. Les régions en inflation génèrent de nouveaux patchs d'arrêt, chacun avec des propriétés physiques légèrement différentes. Ces patchs génèrent plus de régions en inflation. Le processus n'a pas de fin globale. Il est auto-reproducteur et éternel. Nous n'avons pas choisi le multivers, nous avons choisi l'inflation. Le multivers est venu comme conséquence mathématique du mécanisme que nous avons accepté pour expliquer l'uniformité du ciel. Et voici ce qui rend le multivers si difficile à absorber émotionnellement, au-delà de l'intellectuel. Ce n'est pas que d'autres univers existent, c'est ce que leur existence fait à la signification de celui-ci. Si notre univers est le seul univers, alors chaque chose qui s'y produit est unique. Chaque étoile qui brûle, chaque planète qui se forme, chaque pensée que tu penses est la seule instance de cette chose dans toute la réalité. Ta vie a une importance cosmique simplement en existant. Tu es un événement singulier dans un cosmos singulier. Mais si notre univers est un parmi 10 puissance 500 ou un parmi une infinité, alors rien de ce qui se passe ici n'est unique. Pour chaque étoile qui brûle dans notre bulle, des copies pratiquement identiques brûlent dans des billions d'autres bulles avec des constantes légèrement différentes. Pour chaque pensée que tu as, des versions presque identiques de toi, dans des branches presque identiques du multivers, ont des pensées presque identiques. Tu n'es plus un événement singulier, tu es une statistique. C'est le coût que le multivers te demande de payer. L'unicité. L'idée que ta vie compte d'une façon que rien d'autre ne réplique. Le multivers dit non. Ta vie est une parmi une infinité de variations. Les choix que tu fais sont faits différemment dans d'autres branches. Les personnes que tu aimes existent sous d'autres formes dans d'autres bulles. Rien n'est irremplaçable. Tout est un échantillon tiré d'une distribution. Certaines personnes trouvent ça libérateur. Si tout est essayé quelque part, alors l'angoisse du choix disparaît. Tu ne peux pas vraiment échouer parce que quelque part tu as réussi. Tu ne peux pas vraiment manquer quelque chose parce que quelque part tu l'as saisi. D'autres trouvent ça dévastateur. Si rien n'est unique, alors rien n'a de poids. L'amour est une réaction chimique qui se produit dans une infinité de cerveaux légèrement différents. La mort n'est qu'un événement local dans une branche parmi une infinité où des versions de toi continuent de vivre. La signification elle-même devient une illusion locale, un artefact de la perspective étroite d'un observateur coincé dans une seule bulle. Et la physique ne te dit pas comment te sentir. Elle te dit seulement ce qui est. Ce qui est, selon le mécanisme que nous avons accepté pour expliquer l'uniformité du ciel, est un paysage infini d'univers dont le nôtre n'est qu'un point. Un point avec des constantes locales, des lois locales, et une signification locale que nous avons prise pour universelle jusqu'à ce qu'un télescope de 10 milliards de dollars pointe vers le commencement du temps et découvre que le commencement ne correspond pas à la carte. Nous n'avons pas choisi le multivers. Nous avons choisi d'expliquer pourquoi le ciel est uniforme. Le multivers est venu avec l'explication comme un passager clandestin dans les mathématiques. Et maintenant, il est là, et nous devons décider ce que ça change. Peut-être rien. Peut-être que tu vis ta vie exactement de la même façon que les constantes soient locales ou universelles. Peut-être que la signification ne dépend pas de l'unicité. Peut-être que l'amour est l'amour même s'il se produit dans une infinité de bulles. Ou peut-être que tout change.
Peut-être que la cosmologie de précision, poussée assez loin, finit par poser des questions que la physique ne peut pas répondre. Des questions sur la valeur, sur le sens, sur ce que ça signifie d'exister dans un univers qui pourrait n'être qu'un parmi une infinité. Ce sont les questions que le télescope a ouvertes, et elles ne se refermeront pas. La théorie des cordes était censée tout unifier. Un seul cadre mathématique réconciliant la mécanique quantique et la relativité générale. Le seul problème était que la théorie nécessitait des dimensions supplémentaires, 6 ou 7 dimensions spatiales, au-delà des 3 que nous expérimentons, enroulées à des échelles bien en dessous de tout ce que nous pouvons sonder. La géométrie de ces dimensions supplémentaires détermine les constantes physiques de l'univers résultant. Différentes géométries, différentes constantes. Le nombre de géométries possibles s'est avéré être approximativement 10 puissance 500. C'est un nombre spécifique, pas un substitut pour quelque chose de grand. 10 puissance 500 ensembles possibles de lois physiques, de valeurs possibles pour chacune des 26 constantes. Leonard Susskind, à Stanford, a appelé ça le paysage. Notre univers occupe un point dans ce paysage. La théorie ne prédit pas lequel. Un architecte est commissionné pour concevoir un bâtiment. Il livre les plans de 10 puissance 500 bâtiments, chacun structurellement valide. Aucun n'est étiqueté comme celui que tu as demandé. La théorie de tout a produit un catalogue. Nous sommes quelque part dedans. Mais si des univers-bulles sont réels, ils entrent en collision. Quand deux bulles en expansion à travers un fond en inflation se croisent, la collision dépose de l'énergie sur leurs frontières partagées. Ce qu'elle fait est laisser une marque. Une caractéristique circulaire dans le fond diffus cosmologique avec un profil de température spécifique qui diffère du fond environnant. C'est une prédiction testable. Le CMB a été cartographié avec une précision extraordinaire par le satellite Planck. La question est de savoir si la carte contient la signature. Il y a une caractéristique dans le CMB appelée la tache froide. Située dans la direction de la constellation de l'Éridan, c'est une région significativement plus froide que le fond moyen. Assez grande, assez froide et statistiquement assez anomale pour que les modèles inflationnaires standards ne la produisent par hasard que dans environ 2% des réalisations. 2% n'est pas impossible. Mais 2%, assis dans une liste d'anomalies dont chacune tombe individuellement à la limite de ce qui est attendu, commence à accumuler du poids. La tache froide a un profil de température spécifique, une dépression centrale entourée d'un anneau de chaleur relative que plusieurs groupes de recherche ont noté comme cohérent avec la signature attendue d'une collision de bulles. Un univers voisin qui aurait croisé le nôtre dans le premier instant de l'histoire cosmique, déposant son énergie de frontière sur notre ciel, laissant son empreinte digitale dans la carte de température que nous mesurons depuis 30 ans. La tache froide a d'autres explications. Un supervide au premier plan. Une fluctuation statistique. Le débat n'est pas tranché. Ce qui est tranché est que la caractéristique existe, qu'elle est anomale, et que l'une de ses explications physiques valides est que nous regardons une cicatrice laissée par le contact avec un autre univers. Tu trouves une bosse sur le côté de ta voiture garée dans un parking pendant la nuit. Ça pourrait être le vent. Ça pourrait être une autre voiture qui a frôlé. L'une des explications valides est qu'un véhicule l'a heurté. Un véhicule que tu n'as jamais vu, qui n'a laissé aucune note, qui est maintenant, quelque part d'autre, entièrement. Tu ne peux pas prouver cette explication par rapport aux autres, mais tu ne peux pas non plus l'éliminer. Et la bosse est réelle. La tache froide est la bosse. Un autre univers est le véhicule qui a peut-être traversé. La théorie des cordes a fait quelque chose que personne n'avait prévu. Elle a transformé la question « Pourquoi ces lois de la physique ?» en « Pourquoi cette géométrie plutôt qu'une autre ?» Et la deuxième question est peut-être encore plus vertigineuse que la première, parce que les 10 puissance 500 géométries possibles ne sont pas des possibilités abstraites. Dans le contexte de l'inflation éternelle, chacune d'elles est réalisée quelque part. Chaque combinaison de constantes, chaque ensemble de lois physiques, chaque version possible de la chimie et de la biologie et de la conscience, tout existe dans une bulle quelque part dans le multivers en perpétuelle expansion. Dans certaines de ces bulles, la force nucléaire forte est trop faible pour les noyaux. Pas de chimie, pas de vie.
juste un brouillard d'hydrogène s'étendant pour toujours dans l'obscurité. Dans d'autres, la constante cosmologique est trop forte. L'espace s'étend si vite que la matière ne peut jamais se condenser en structure. Pas de galaxie, pas d'étoiles. Juste du vide s'étirant dans chaque direction, pour toujours, sans rien à l'intérieur. Dans d'autres encore, les constantes permettent la chimie mais pas la biologie. Des mondes avec des roches et des océans mais sans rien de vivant. Des planètes tournant autour d'étoiles dans un silence parfait, pour des milliards d'années, sans personne pour regarder. Et dans une fraction infinitésimale de ces bulles, une fraction si petite qu'elle est essentiellement nulle par rapport au total, les 26 constantes tombent dans la fenêtre étroite qui permet la complexité, qui permet les étoiles longue durée et les éléments lourds et la chimie du carbone et l'eau liquide et les membranes cellulaires et l'ADN et les neurones et la conscience, qui permet à quelque chose d'exister qui peut se demander pourquoi il existe. Nous sommes dans l'une de ces bulles, non pas parce que nous sommes spéciaux, mais parce que les bulles où les constantes ne permettent pas la conscience ne contiennent personne pour poser la question. L'observation elle-même est le filtre. Tu ne peux observer que les univers qui te permettent d'exister. C'est le principe anthropique porté à sa conclusion logique. Et c'est profondément insatisfaisant. Parce que ça explique tout et rien en même temps. Ça te dit pourquoi tu observes cet univers. Parce que c'est le seul genre d'univers que tu pourrais observer. Mais ça ne te dit pas pourquoi cet univers existe plutôt qu'un autre. Ça ne te dit pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Ça ne te dit pas pourquoi les mathématiques fonctionnent. Ça ne te dit rien du tout en fait, sauf que tu es là. Et tu es là n'est pas une explication. C'est le point de départ d'une explication que personne n'a encore trouvée. La théorie de tout a produit un catalogue infini. Nous sommes un point dans le catalogue, et le catalogue ne dit pas pourquoi nous sommes ce point plutôt qu'un autre. Il dit juste que quelqu'un devait l'être. Et maintenant, nous devons descendre plus profond. Beaucoup plus profond. Jusqu'à un endroit où la question sur l'univers cesse d'être une question sur les galaxies et les constantes et commence à devenir une question sur ce qu'est l'univers lui-même. En 1953, Jacob Bekenstein était un étudiant en doctorat à Princeton pensant aux trous noirs et à un problème qui semblait au début être un problème de comptabilité. La deuxième loi de la thermodynamique dit que l'entropie ne diminue jamais. Mais les trous noirs semblent violer ça. Jette de la matière dedans, et l'entropie de cette matière disparaît derrière l'horizon des événements, apparemment détruite. Bekenstein a proposé une résolution plus étrange que le problème. L'entropie d'un trou noir est proportionnelle à l'aire de son horizon des événements, pas son volume, son aire. L'information est écrite sur la frontière, pas stockée à l'intérieur. Stephen Hawking a confirmé ceci et établi la formule. En 1997, Juan Maldacena a montré que cette équivalence n'est pas juste une propriété des trous noirs. Une théorie spécifique de la gravité dans un espace-temps courbé est exactement équivalente à une théorie quantique des champs vivants sur la frontière de cet espace-temps. Pas analogue, mathématiquement identique. La correspondance s'appelle HADES-CFT, vérifiée à travers des milliers d'articles sur presque 30 ans. Ce qu'HADES-CFT dit, pris au sérieux, c'est que la gravité n'est pas fondamentale. La géométrie de l'espace-temps, la courbure qui maintient les galaxies ensemble, qui courbe la lumière, qui définit la distance, n'est pas une scène sur laquelle la physique se produit. Elle émerge de la physique qui se produit. L'espace n'est pas un conteneur, c'est une conséquence. Compare ça à la température. Réelle, mesurable, causalement efficace, mais pas fondamentale. Elle émerge du comportement collectif des particules et n'existerait pas si tu décrivais chaque particule individuellement. HADES-CFT suggère que l'espace est comme la température, émerge de l'intrication quantique entre des degrés de liberté qui ne vivent pas eux-mêmes dans l'espace. En 2010, Mark Van Ramsdonck a publié un article contenant une expérience de pensée qui n'a pas été adéquatement absorbée par la culture au sens large. Prends deux systèmes quantiques, A et B. Rende-les maximalement intriqués. Dans le cadre HADES-CFT, cela correspond à un espace-temps connecté, un pont géométrique entre deux régions. Maintenant réduis l'intrication. Le pont géométrique s'allonge, s'amincit. Réduis l'intrication à zéro et le pont se ferme. Les deux régions
ne sont plus géométriquement connectées. L'espace entre elles n'est pas vide. Il n'y a pas d'espace entre elles. Retirer l'intrication n'a pas éloigné les régions l'une de l'autre. Ça a détruit la connexion qui faisait de « éloigner » un concept signifiant. Pense à deux personnes en contact constant toute leur vie. Maintenant, coupe toute communication de façon permanente. La relation cesse d'exister. Ce qui reste sont deux individus qui se connaissaient autrefois. Le résultat de Van Rams donc dit que l'espace fonctionne de la même façon. Retire l'intrication et tu n'obtiens pas de l'espace vide. Tu n'obtiens pas d'espace du tout. L'espace dans lequel tu es assis en ce moment n'est pas fondamental. Retire l'intrication et il cesse d'exister entièrement. L'univers n'existe pas dans l'espace. L'espace existe dans l'univers comme conséquence de relations quantiques, pas comme conteneur pour elle. Et Stephen Hawking a passé 30 ans à avoir tort sur l'information. En 1974, il a montré que les trous noirs émettent un rayonnement thermique. Donné assez de temps, le trou noir s'évapore complètement. Si tout ce qui tombe dans un trou noir finit par en sortir sous forme de rayonnement thermique, l'information est partie, pas cachée, détruite. Le débat a duré 3 décennies. La résolution est venue du principe holographique. En 2004, Hawking a concédé. L'information fuit, encodée dans de subtiles corrélations dans le rayonnement de Hawking, en principe récupérable, en pratique incompréhensible, mais pas détruite. L'univers ne détruit pas l'information. Le passé est, dans un sens technique précis, permanent, pas accessible, pas lisible, mais pas parti. L'univers est un système avec une mémoire parfaite. Nous ne savons simplement pas comment lui demander de nous la raconter. La physique a un motif. Quand une petite anomalie survit à chaque explication que le cadre existant peut offrir, la résolution finit par coûter le cadre lui-même. Pendant 50 ans, l'orbite de Mercure était fausse. Mercure précesse, son orbite elliptique tourne lentement après chaque orbite complète. La mécanique newtonienne prédit ça avec précision. Quand les astronomes ont soustrait les perturbations planétaires calculées de la précession observée, un résiduel est resté. 43 secondes d'arc par siècle. Trop petit pour être vu sans instrument construit spécifiquement pour ça. Pendant 50 ans, ce nombre est resté dans la littérature sans foyer théorique. Les propositions se sont accumulées. Une planète non découverte à l'intérieur de l'orbite de Mercure, appelée Vulcain. Des recherches ont été menées. Vulcain n'a pas été trouvé. Un léger aplatissement du Soleil. Des mesures ont été tentées. Le Soleil est assez rond. Chaque explication à l'intérieur du cadre newtonien produit au moins un problème supplémentaire. Le nombre reste là, sans domicile. En 1915, Einstein a complété la relativité générale. L'un de ses premiers calculs a été la précession du périhélie de Mercure. Le résultat était 43 secondes d'arc par siècle. Exactement. Sans paramètres libres, sans ajustement. Le nombre qui avait été sans foyer théorique pendant 50 ans est tombé directement d'une théorie construite sur des fondations complètement différentes. Pas de la gravité modifiée, pas du Newton corrigé, mais une reconceptualisation de ce qu'est la gravité. Le coup d'expliquer 43 secondes d'arc a été la mécanique newtonienne. Maintenant, pense à la tension de Hubble. 9%. 2 ordres de grandeur plus grandes que le résiduel de Mercure. Pense au problème des galaxies précoces, aux résultats d'ESI, aux violations de la structure à grande échelle. Toutes théoriquement sans domicile en ce moment. Dans la position qu'occupait la précession de Mercure en 1870, le parallèle de Mercure est éclairant plutôt que réconfortant. Il a fallu 50 ans pour combler un écart de 43 secondes d'arc. Les écarts actuels sont plus grands. Et la résolution ne sera probablement pas une extension d'un des 3 chemins actuellement explorés, gravité modifiée, ingrédient ajouté ou substrat remplacé. La résolution viendra de l'extérieur du cadre entièrement. Il y a 3 directions pour la cosmologie post-lambda CDM. Aucune n'a gagné. La première modifie la gravité. Monde et ses descendants relativistes tentent de reproduire les succès de lambda CDM sans matière noire. Ils produisent certains succès. Ils peinent avec l'amas du boulet, 2 amas de galaxies, qui sont entrés en collision et se sont traversés mutuellement, avec leur gaz chaud ralenti par la traînée électromagnétique, tandis que la distribution de masse a continué droit devant.
Le décalage est précisément ce que la matière noire prédit et précisément ce que la gravité modifiée ne peut pas reproduire proprement. La deuxième garde le cadre et ajoute des ingrédients. L'énergie noire précoce déplace le taux d'expansion dérivé du CMB vers le haut, réduisant la tension de Hubble. Les modèles l'incorporant ferment une partie de l'écart. Ils introduisent de nouvelles tensions ailleurs. Chaque ingrédient ajouté résout un problème et crée une pression quelque part d'autre. La troisième remplace le substrat. La cosmologie quantique à boucle remplace la singularité du Big Bang par un rebond quantique. La théorie des ensembles causaux remplace l'espace-temps continu par une structure discrète à l'échelle de Planck. Pas des ajustements au modèle standard, des remplacements de la variété espace-temps sur laquelle le modèle standard est écrit. Pas encore assez complet pour faire la gamme complète de prédictions cosmologiques. Imagine-toi comme un physicien choisissant l'une de ces directions. Tu choisis la gravité modifiée, puis les données de l'amas du boulet arrivent. Tu choisis l'énergie noire précoce. Le spectre de puissance de la matière se resserre dans la mauvaise direction. Tu choisis la cosmologie à boucle. Les équations sont élégantes, mais ne peuvent pas encore prédire le CMB avec la précision de Planck. Chaque direction a l'air prometteuse jusqu'à ce qu'elle rencontre le jeu complet de données. Quoi que soit la suite, ce n'est probablement pas une extension de ces trois directions. Et il y a une question qui se tient derrière toutes les autres. Une question qui a été posée pour la première fois autour d'un déjeuner en 1950 et qui n'a pas été résolue depuis. À l'été 1950, Enrico Fermi déjeunait à Los Alamos, a fait de l'arithmétique dans sa tête et a posé une question qui n'a pas été résolue depuis. La galaxie est assez vieille et assez grande pour que si l'intelligence survient avec une probabilité significative, elle devrait être visiblement peuplée. Le ciel est silencieux. Frank Drake a écrit l'équation sur un tableau noir à Green Bank, en Virginie occidentale, en 1961. Taux de formation stellaire, fraction avec des planètes, conditions habitables, probabilité de la vie, de l'intelligence, de la technologie, durée de vie moyenne d'une civilisation émettrice. Multiplie-les ensemble. C'est n. Maintenant, Webb mesure certains de ces facteurs directement. Les données de Kepler placent la fréquence des systèmes planétaires haut. La plupart des étoiles de type solaire ont des planètes. Webb a détecté de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre sur des exoplanètes. Chaque facteur que Webb peut toucher a déplacé l'équation vers un n plus grand. Chaque facteur que Webb ne peut pas toucher, si la vie surgit, si l'intelligence survit assez longtemps pour émettre, porte tout le poids explicatif pour expliquer pourquoi n est apparemment 0. Pense à un comptable qui audite une entreprise. Il peut vérifier chaque poste du côté des revenus. Tout est en ordre. Mais l'entreprise continue d'afficher des pertes attribuées à des coûts opérationnels, non détaillés, invérifiables, simplement assez grands pour effacer tout ce que le côté des revenus produit. L'équation de Drake fonctionne de la même façon. Le côté revenu est audité par Webb, et il est sain. Le côté perte est une seule ligne non détaillée qui efface tout. 60 ans d'astronomie améliorée ont déplacé chaque facteur mesurable de l'équation de Drake vers le haut, pendant que le ciel est resté silencieux. Les variables qui font tout le travail pour expliquer le silence sont précisément celles qu'aucun instrument ne peut mesurer. Robin Hanson a publié un article en 1998 intitulé « Le grand filtre, sommes-nous presque passés ?» Le grand filtre est tout processus responsable du silence. Tout obstacle entre les conditions pour la vie et les preuves d'intelligence qui est si difficile que la galaxie est vide malgré le fait qu'elle est assez vieille pour être pleine. La question n'est pas de savoir si le filtre existe. Le silence le requiert. La question est où il se situe par rapport à là où nous en sommes. Si le filtre est derrière nous, si l'étape difficile est quelque chose dans notre passé, l'origine de la vie, l'émergence de cellules complexes, l'évolution de l'intelligence, nous sommes parmi les rares succès. C'est la version confortable. Si le filtre est devant nous, si l'étape difficile est quelque chose que nous n'avons pas encore tenté, la galaxie est silencieuse non pas parce que la vie atteint rarement notre stade, mais parce que la plupart de la vie qui atteint notre stade ne survit pas à ce qui vient après. Nous ne sommes pas un début rare.
Nous sommes une civilisation typique approchant une fin typique. Regarde un marathon. 100 000 coureurs partent. À la ligne d'arrivée, presque aucun. Le filtre est un endroit spécifique sur le parcours où quelque chose brise la plupart des coureurs. Situé au kilomètre 8 avec un peloton complet autour de toi, le filtre est probablement devant. Chaque planète habitable supplémentaire que Webb confirme est un autre coureur encore dans la course au kilomètre 8. Et le kilomètre 8, avec un peloton complet autour de toi, est précisément le pire endroit pour se sentir confiant quant à la ligne d'arrivée. Le télescope a été construit pour révéler le passé. Il est en train de le transformer en avertissement sur l'avenir. Et voici l'implication la plus personnellement confrontante de tout ce que Webb nous a montré. Le télescope a été construit pour révéler le passé. Mais chaque planète habitable qu'il confirme, chaque atmosphère avec de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone qu'il détecte, chaque signe que les conditions pour la vie sont communes dans la galaxie, chacun de ces résultats rend notre position plus précaire, pas moins. Parce que si les conditions pour la vie sont partout, et si malgré cela le ciel est silencieux, alors quelque chose détruit les civilisations. Quelque chose d'efficace, quelque chose d'universel, quelque chose que nous n'avons pas encore rencontré. Et nous ne savons pas ce que c'est. C'est peut-être le changement climatique, c'est peut-être les armes nucléaires, c'est peut-être l'intelligence artificielle, c'est peut-être quelque chose que nous n'avons pas encore inventé, quelque chose que chaque civilisation invente à un stade particulier de son développement, quelque chose qui semble bénin jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est peut-être une catastrophe cosmique, un sursaut gamma, un impact de comète, une supernova trop proche, quelque chose que la galaxie lance périodiquement sur les planètes habitables, comme un métronome cosmique, nettoyant l'ardoise tous les quelques millions d'années. Ou c'est peut-être que les civilisations se tuent elles-mêmes, systématiquement. Chaque fois. Que l'intelligence est un piège évolutif, une capacité qui permet de manipuler l'environnement assez efficacement pour le détruire. Que la conscience est un accident qui se corrige lui-même, une fluctuation temporaire dans un univers qui n'en a pas besoin. Fermi a posé sa question comme un puzzle sur le passé. Webb est en train de la transformer en un avertissement sur l'avenir. Et l'avertissement est le suivant: plus l'univers apparaît habitable, plus notre position devient dangereuse. Chaque signe que la vie devrait être commune est un signe que quelque chose l'empêche de durer. Et nous, assis ici, sur notre petite planète bleue, dans notre petite bulle de constante locale, avec notre petite physique locale que nous avons prise pour universelle, nous n'avons aucun moyen de savoir si le filtre est derrière nous ou devant nous. Aucun moyen de savoir si nous sommes les rares survivants ou les prochaines victimes. Tout ce que nous avons, c'est le silence. Et le silence est assourdissant. Regarde le fond diffus cosmologique et il apparaît lisse. Des variations de température d'une partie sur 100 000 distribuées à travers le ciel, dans un motif qui ressemble au premier abord à du bruit aléatoire. Cette uniformité est le socle de la cosmologie. La même densité, la même température dans chaque direction. C'est ce qui permet aux cosmologistes d'écrire des équations qui décrivent le tout comme un système unique. L'uniformité est aussi impossible. Les régions du ciel sur des côtés opposés de l'univers observable n'ont jamais été en contact causal. Elles ne peuvent pas s'être mises d'accord sur une température. Elles n'ont aucun mécanisme d'accord, et pourtant elles concordent à une partie sur 100 000. Tu engages 2 peintres séparés pour peindre 2 maisons séparées. Ils ne peuvent pas communiquer. Pas de téléphone, pas de courrier, pas d'instructions partagées. Tu vérifies les maisons finies et tu découvres qu'ils ont peint chaque mur dans la nuance identique de blanc cassé. L'uniformité du CMB est cette preuve. 2 côtés de l'univers qui partagent quelque chose qu'ils n'auraient pas pu échanger après le fait. L'inflation fournit l'origine commune. Mais l'inflation vient avec un prix. L'uniformité du ciel a été achetée avec un mécanisme qui produit, comme effet secondaire, un nombre infini d'univers que nous ne pouvons pas voir. Et le modèle standard de la cosmologie est construit sur un sol. Un prérequis mathématique intégré dans les équations de champ d'Einstein avant qu'une seule observation ne soit faite. Ce prérequis est l'homogénéité. L'univers se ressemble partout à grande échelle. Retire ce prérequis
et les équations qui produisent lambda-CDM ne s'appliquent pas. Le principe cosmologique n'est pas une prédiction que le modèle fait. C'est le sol sur lequel le modèle se tient. Un architecte conçoit un gratte-ciel en supposant que le sol est plat. Tout, les calculs de charge, la profondeur des fondations, la distribution des contraintes, est calculé sur la prémisse que le sol est horizontal. Maintenant, trouve une pente assez raide pour que les fondations d'un côté soient 10 mètres plus bas que de l'autre. Tu ne modifies pas le gratte-ciel. Tu reconsidères si le design est applicable à ce site. Le grand mur d'Hercule couronne boréale est la pente. Lambda-CDM est le gratte-ciel. L'uniformité du ciel est la chose qui nous permet de faire de la cosmologie. Et l'explication de cette uniformité est la chose qui brise l'hypothèse la plus fondamentale de la cosmologie. L'univers observable est une sphère d'environ 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Tout ce que nous avons jamais mesuré se trouve à l'intérieur de cette sphère. Tout à l'extérieur s'éloigne plus vite que la lumière ne peut revenir. La frontière est physique. Et tout ce que nous appelons cosmologie a été construit à partir de données collectées à l'intérieur. Le problème est que nous n'avons pas construit nos modèles comme s'ils étaient locaux. Nous les avons construits comme s'ils décrivaient tout. Nous avons pris des mesures depuis l'intérieur de notre sphère, extrait ce qui ressemblait à des lois universelles, et appliqué ces lois à des régions que nous ne pouvons pas observer et n'observerons jamais. Imagine une biologiste marine qui a passé sa carrière à étudier un seul lagon. Le lagon est riche, complexe, bien documenté. Elle a identifié chaque espèce, cartographié chaque courant, modélisé chaque réseau alimentaire. Puis quelqu'un lui dit que le lagon se connecte à un océan qui s'étend sur des milliards de kilomètres dans chaque direction. Et que la chimie, la température et la salinité de l'océan diffèrent de celle du lagon de façon que ces modèles ne prennent pas en compte. Tout ce qu'elle a découvert sur le lagon reste vrai. Rien de ça ne décrit l'océan. Notre sphère observable est le lagon. La physique que nous en dérivons pourrait ne pas tenir dans le... Il y a un dernier aspect de l'ajustement fin qui mérite d'être exploré en détail parce qu'il touche à la question la plus profonde que la physique puisse poser. Et cette question n'est pas « pourquoi c'est constante ?». C'est « pourquoi y a-t-il quoi que ce soit plutôt que rien ?» Leibniz l'a posée en 1714. 3 siècles plus tard, elle reste sans réponse. La physique peut te dire comment l'univers s'est développé à partir d'un état initial extraordinairement dense et chaud. Elle peut remonter l'horloge cosmique jusqu'à une fraction de seconde après le commencement. Mais elle ne peut pas te dire pourquoi il y a eu un commencement. Pourquoi les équations existent. Pourquoi les mathématiques décrivent la réalité. Pourquoi il y a de la réalité à décrire. Le physicien Eugene Wigner a écrit en 1960 un article célèbre intitulé « L'efficacité déraisonnable des mathématiques dans les sciences naturelles ». Son argument était simple et dévastateur. Les mathématiques sont un produit de l'esprit humain. Elles ont été développées pour des raisons internes, beauté, cohérence, curiosité, sans aucune garantie qu'elles décriraient le monde physique. Et pourtant, elles le décrivent. Avec une précision qui n'a aucune raison d'être. L'équation de Dirac, écrite pour des raisons purement mathématiques de cohérence entre la mécanique quantique et la relativité restreinte, a prédit l'existence de l'antimatière avant qu'elle ne soit découverte. Les équations de Maxwell, qui unifiaient l'électricité et le magnétisme, contenaient implicitement l'existence des ondes radio que personne n'avait encore détectées. La relativité générale d'Einstein prédisait les ondes gravitationnelles un siècle avant qu'on puisse les mesurer. Comment est-il possible que des symboles griffonnés sur un tableau noir, par des primates sur une petite planète, puissent prédire le comportement de l'univers avec une telle précision? Ce n'est pas une question que la physique peut répondre. C'est une question sur la physique elle-même, sur pourquoi la physique fonctionne, sur pourquoi la réalité est compréhensible. Et Webb a rendu cette question plus urgente, pas moins. Parce que si nos lois sont locales plutôt qu'universelles, alors l'efficacité des mathématiques n'est peut-être pas déraisonnable du tout. Elle est peut-être un artefact de notre bulle. Les mathématiques qui décrivent notre physique fonctionnent parce que notre physique est ce qu'elle est, parce que les constantes de notre bulle ont pris les valeurs qu'elles ont prises quand l'inflation s'est arrêtée ici. Dans une autre bulle, avec d'autres constantes, les mêmes équations ne fonctionneraient pas.
d'autres équations fonctionneraient. Ou peut-être qu'aucune équation ne fonctionnerait du tout. L'efficacité des mathématiques n'est déraisonnable que si tu supposes que les mathématiques décrivent quelque chose d'universel. Si elles ne décrivent que quelque chose de local, notre bulle, nos constantes, notre physique, alors l'efficacité est exactement ce que tu attendrais. Les mathématiques qui fonctionnent ici fonctionnent parce qu'elles ont été développées ici, pour décrire la physique d'ici. C'est une tautologie, pas un miracle. Mais ça ne répond toujours pas à la question fondamentale. Pourquoi y a-t-il quoi que ce soit? Pourquoi y a-t-il des bulles du tout? Pourquoi y a-t-il de l'inflation, de l'espace-temps, des champs quantiques, des particules, de l'énergie? Pourquoi y a-t-il des mathématiques pour les décrire et des esprits pour comprendre les mathématiques? La physique ne peut pas répondre. La physique est un outil pour décrire ce qui est. Elle ne peut pas expliquer pourquoi quelque chose est plutôt que rien. Elle peut reculer l'horizon de l'explication. Le Big Bang n'est pas le commencement mais un rebond quantique. Le rebond n'est pas le commencement mais une transition entre deux phases. Mais chaque explication pousse la question un cran plus loin sans jamais l'éliminer. Pourquoi y a-t-il des phases? Pourquoi y a-t-il des transitions? Pourquoi y a-t-il quoi que ce soit? C'est la frontière finale. Le mur au-delà duquel la physique ne peut pas voir. Non pas parce que nos instruments ne sont pas assez bons, mais parce que la question est d'un genre que les instruments ne peuvent pas traiter. C'est une question sur l'existence elle-même, et l'existence est le prérequis de toute question, pas quelque chose qu'une question peut saisir de l'extérieur. Webb a poussé les frontières de la physique plus loin que jamais. Il a montré que nos lois pourraient être locales, que notre univers pourrait n'être qu'une bulle parmi une infinité, que les constantes qui nous semblent universelles pourraient être des accidents géométriques dans un paysage de 10 puissance 500 possibilités. Mais même si nous comprenions tout ça, même si nous savions exactement quelle géométrie produit quelle constante, même si nous cartographions le paysage entier des cordes, même si nous prouvions l'existence du multivers, nous n'aurions toujours pas répondu à la question de Leibniz. Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Peut-être que cette question n'a pas de réponse. Peut-être que l'existence est le fait brut ultime, la chose que rien n'explique, parce qu'elle est le sol sur lequel toute explication repose. Et peut-être que c'est le vrai message de Webb. Non pas que notre univers est faux, mais que la question « Pourquoi cet univers ?» pourrait ne jamais avoir de réponse que la physique puisse fournir. Que quelque part entre les données et la compréhension, il y a un gouffre que ni les télescopes ni les équations ne peuvent traverser. Le télescope regarde toujours, et le silence où la réponse devrait être est peut-être permanent. Part de ce que Webb nous a montré et suit la chaîne sans t'arrêter. Webb a trouvé des galaxies que la chronologie standard ne peut pas expliquer. Cette chronologie fonctionne sur lambda-CDM. Lambda-CDM dépend d'une constante cosmologique que les 6 millions de galaxies de DESI montrent ne pas être constante. Une constante qui dérive signifie que l'énergie du vide est dynamique. La théorie quantique des champs prédit que l'énergie du vide devrait être 120 ordres de grandeur, plus grande que ce que nous mesurons. La plus grande prédiction échouée de la physique. Les 26 constantes sont ajustées avec une précision que le hasard ne peut pas produire dans un univers unique. Les expliquer requiert soit un ensemble infini d'univers, qui tombe de la théorie inflationnaire que nous avons acceptée pour expliquer le CMB uniforme, soit une théorie plus profonde que personne n'a trouvée. Si l'ensemble est réel, nos constantes sont locales. Des constantes locales signifient des lois locales. Des lois locales sont cohérentes avec le principe holographique. Le principe holographique est cohérent avec Hades-CFT. La gravité émerge de la physique quantique sur une frontière. La gravité émergente est cohérente avec Van Ramsdonck. La connectivité de l'espace-temps est une conséquence de l'intrication quantique. Retire l'intrication et l'espace cesse d'exister. Chaque maillon tient. La chaîne se termine non pas à une réponse, mais à une frontière. La limite de ce que la physique peut actuellement dire. Webb continuera d'observer jusqu'en 2040 et 1 au moins. Le lancement était assez précis pour préserver plus de carburant que nécessaire. Chaque année d'opération supplémentaire étend le retour scientifique sur l'investissement de 10 milliards de dollars.
Il a détecté de la vapeur d'eau, du dioxyde de carbone et du dioxyde de soufre dans l'atmosphère d'une exoplanète. Il a imagé l'étoile individuelle la plus distante jamais observée, une supergéante bleue à un décalage vers le rouge de 6, existant quand l'univers avait moins d'1 milliard d'années. Chacun de ces résultats était un test. Chacun est revenu avec quelque chose que le modèle ne prédisait pas. Pense à un médecin qui ordonne une série de tests en s'attendant à écarter une condition rare. Le premier test revient inhabituel. Le deuxième inhabituel d'une façon différente. Le troisième, le quatrième, le cinquième. Chacun inhabituel, chacun dans une direction différente, tous ensemble formant un motif qui ne ressemble plus à une coïncidence. Webb est cette série de tests. Chaque résultat individuel a des explications alternatives. L'accumulation a une forme, et la forme n'est pas celle d'un univers lambda CDM en bonne santé. Les galaxies précoces aux mauvaises masses et chimie. La tension de Hubble, deux mesures vérifiées qui ne peuvent pas coexister sous une physique unique. L'énergie noire de DESY qui dérive. Le grand mur, une structure trop grande pour exister dans un univers qui obéit à son propre principe d'homogénéité. Ils viennent d'instruments différents, d'équipes différentes, de mathématiques différentes. Ce qu'ils partagent est l'endroit où ils pointent vers les hypothèses fondamentales du modèle standard. Pas ses marges, ses éléments porteurs. Un enquêteur de crash aérien trouve que le moteur a échoué, les instruments ont échoué et la radio a échoué, tous indépendamment, sur le même vol. 3 défaillances ne pointent pas vers 3 problèmes séparés. Elles pointent vers les conditions dans lesquelles l'avion opérait. Les anomalies sont 3 défaillances sur un seul vol. L'environnement qu'elles partagent est un modèle cosmologique étendu au-delà de la portée dans laquelle il a jamais été testé. En 2023, une équipe à Johns Hopkins a publié sa conclusion. Ça ne peut pas être fait dans le cadre existant, pas difficile, pas nécessitant plus de données. Ne peut pas être fait. Cet article est à côté des briseuses d'univers de Labbé, de l'avertissement à 5 sigma de Ries et de la constante qui dérive de DESY. 4 groupes indépendants, 4 conclusions indépendantes, tous pointant vers le même endroit. En 1543, Copernic a publié un livre argumentant que la Terre tourne autour du Soleil. La résistance était la reconnaissance qu'accepter l'héliocentrisme signifiait accepter quelque chose de plus grand, que la Terre n'était pas spéciale, que notre position n'était pas privilégiée. Chaque fois que cette prise de conscience s'est répétée, ce qui a suivi était une nouvelle science qui n'aurait pas pu être construite sur l'ancienne hypothèse. Étape 1. Copernic 1543. La Terre bouge. Ce qui a suivi, la mécanique newtonienne. La première description mathématique de l'univers. Étape 2. Hubble 1924. La Voie lactée est une galaxie parmi environ 2 billions. Ce qui a suivi, l'univers en expansion. Le Big Bang, toute l'architecture de la cosmologie moderne. Étape 3. Le principe cosmologique. Nous n'occupons aucune position privilégiée. Ce qui a suivi, lambda CDM. 30 ans de cosmologie de précision. Étape 4 est en train de se produire maintenant. Nos lois ne sont pas universelles, elles sont locales. Chaque fois que tu dézoomes sur une carte, ta maison devient plus petite. Pas parce que la maison a changé, mais parce que tu peux maintenant voir dans quoi elle se trouve. Tu es en train de vivre le 4e dézoom. Et à ce grossissement, l'univers lui-même est la maison. Ce dans quoi il se trouve est la question que le zoom a ouverte. Ce n'est pas notre univers ne signifie pas que l'univers est faux ou étranger. Ça signifie que l'univers que nous avons décrit était une description locale que nous avons étendue globalement sans justification. La physique que nous connaissons décrit une région, pas l'univers. La région accessible depuis notre emplacement, gouvernée par les constantes que notre bulle a tirées dans le processus inflationnaire. À l'intérieur de cette région, la physique est précise. Les équations fonctionnent. Ce qu'elles ne sont pas, c'est universel. Tout à l'extérieur de la frontière, où notre lumière peut atteindre, s'éloigne plus vite que la lumière ne peut en revenir. Les lois que nous avons mesurées ici pourraient ne pas tenir là-bas. Un cartographe passe 40 ans à cartographier un continent. Les cartes sont extraordinaires, précises, vérifiées, correctes pour chaque route et chaque rivière. Puis quelqu'un lui montre une image satellite. Le continent est une masse de terre parmi 7. Tout sur ces cartes est exact.
Rien ne décrit l'océan. Les cartes n'étaient pas fausses. Elles étaient locales. Lambda CDM est la carte du continent. Webb est la première image satellite. Chaque étape de la chaîne logique tient. Et la chaîne se termine non pas à une réponse, mais à une frontière, la limite de ce que la physique peut dire aujourd'hui. Tu vis à l'intérieur d'une région de physique qui ne peut pas vérifier sa propre universalité. La physique la plus précise jamais produite est précise localement et silencieuse sur tout le reste. Et à l'intérieur de tout ça, sur une planète dans une galaxie dans une bulle, quelque chose qui remarque. Quelque chose qui construit un télescope de 10 milliards de dollars et le pointe vers le commencement du temps et trouve que le commencement ne correspond pas au modèle. Je ne sais pas ce que ça signifie que l'univers ait produit quelque chose capable de remarquer qu'il ne comprend pas l'univers. Ce que je sais est que la question que Webb a ouverte n'est pas une question sur les galaxies. C'est une question sur quel genre de chose est l'univers. Et ce que nous faisons maintenant que nous avons vu assez pour savoir que la réponse n'est pas oui. Le télescope regarde toujours. Les données arrivent toujours. Et le silence, là où la réponse devrait être, devient plus fort, pas plus faible. Webb continue de retourner des résultats qui ne collent pas. Des galaxies massives précoces en 2022 et 2023. De la chimie atmosphérique sur des exoplanètes. Et en dessous de tout ça, déjà en cours avant le lancement de Webb, la tension de Hubble, l'énergie noire dynamique de Daisy, le grand mur. Chaque résultat a des explications alternatives isolément. La séquence non. Des galaxies précoces aux mauvaises masses et chimie. La tension de Hubble, deux mesures vérifiées qui ne peuvent coexister sous une physique unique. L'énergie noire de Daisy qui dérive. Le grand mur, une structure trop grande pour exister. Ils viennent d'instruments différents, d'équipes différentes, de mathématiques différentes. Ce qu'ils partagent est l'endroit où ils pointent vers les hypothèses fondamentales du modèle standard. On suppose que la physique à l'intérieur de notre région observable décrivait tout à l'extérieur. L'univers décline systématiquement de confirmer cette hypothèse. Nous ne sommes pas avant la révolution, ignorant qu'elle vient. Nous sommes à l'intérieur de l'incertitude, avec assez de compréhension pour voir la forme du problème clairement, et pas assez pour voir la forme de la réponse. John Mather a passé 20 ans à certifier les fondations, puis il a regardé les données de Webb et a dit 4 mots. Ce n'est pas notre univers. Il n'a pas dit que les données étaient fausses. Il n'a pas dit que l'instrument avait échoué. Il a dit l'univers. Et personne avec un statut comparable n'a publiquement réfuté ces 4 mots depuis qu'il les a prononcés. Les fondations tiennent dans notre région. Elles ne décrivent peut-être pas ce qui se trouve au-delà. Et la question que le télescope a ouverte n'est pas une question sur les galaxies ou les constantes ou l'énergie noire. C'est une question sur ce que signifie construire une physique à l'intérieur d'une bulle et l'appeler universelle. C'est une question sur ce que signifie être une espèce qui peut voir assez loin pour découvrir que sa carte s'arrête bien avant le bord du territoire. Le télescope regarde toujours. Les anomalies s'accumulent en temps réel. Et le silence, là où la réponse devrait être dit, peut être quelque chose que les mots ne peuvent pas encore formuler. Nous n'avons pas fini de poser les questions. Nous n'avons même pas fini de découvrir quelles questions poser. Mais les données arrivent. Et l'image qu'elles construisent ne ressemble pas à l'univers dans lequel nous pensions vivre.